Bienvenue sur le 12e Triskaidekafili du 13 septembre 2021. Ce soir, je me reçois moi-même et je vais lire un extrait du chapitre 6 de mon dernier roman, Avant 7 jours. Tous les regards convergèrent vers la porte de l'ancienne grange que les accompagnateurs, après s'être assurés de la présence de tous les enfants de l'île, fermaient avec une cérémonie religieuse. L'immense battant grinça comme une mécanique sinistre. La pleine lune qui s'encadrait en plein milieu de cette ouverture sur les ténèbres fut occultée avec une lenteur dramatique. Puis les verrous cliquetèrent les uns après les autres. Jody en compta 9. Elle leva les yeux et constata que de solides barreaux bloquaient les volets des 2 fenêtres surélevées. Fouillant dans sa mémoire à la recherche des fêtes passées ici, il y a si longtemps, elle ne se remémorait que l'excitation des jeux, des chants et des chasses aux fantômes durant une nuit bénie, loin de son géniteur. « Mais de quoi ont-ils peur » murmura-t-elle. « Que l'un de nous s'échappe ou que quelque chose entre ?»« Ça fait partie de la tradition, » dit Agnès en haussant les épaules. « Mais c'est quoi cette tradition ? Pourquoi nous enfermer ?» Jody regarda ses 2 copains en quête d'une réponse. « Hé, microbe, ton père fait partie du conseil insulaire, non ?» dit-elle à Ronan. « Il n'a jamais été bourré au point de vous filer des infos sur les traditions qui nous parquent comme des moutons ?»« Rien ne filtre, mon père est une tombe !» croissa Ronan d'une voix sépulcrale en enfonçant un index dans sa fausse plaie. « Sullivan, pourquoi t'es pas déguisé en bonne sœur ?» Siofra serra les poings. Certains attribuaient sa timidité maladive à de la pudibonderie, et on persiflait qu'elle aurait fait une bonne petite puritaine si l'île avait comporté un temple protestant. Jody vengea sans le savoir l'adolescente en flanquant une chiquenaude sur le nez de Ronan qui glapit de douleur. « T'es relou à toujours faire l'abruti. Je ne sais pas comment Cam te supporte. »« Ouais, je suis un peu gauliot aussi, » sourit Cameron. « Relou, gauliot, vous avez un drôle de vocabulaire aux grandes îles, » pouffa Agnès. « J'espère que tu te plais parmi nous, Jody. Je suis contente de voir que tu te sois fait des amis. »« Là !» dit Jody en désignant les frafelus du pouce. « Il me courtise pour je ne sais quel grand projet cinématographique. Oh, sans doute un film de cul. »« Pas du tout, » renifla Cameron, ce qui remua sa fausse barbe. « Nos intentions sont pures. Nous voulons rendre hommage à Romero et Carpenter. Utiliser au maximum les décors de l'île au point que même les habitants la découvriront sous un jour nouveau. » « Et cette grande andouille possède la clé du meilleur décor possible, » renchérit Ronan. « Le cimetière !» Une conversation à bâton rompu s'engagea alors sur les conditions de tournage. Le matériel utilisé, le casting improbable, Siofra se détendit peu à peu. Elle se surprit même à rire aux éclats quand Jody arracha la fausse barbe de Cameron pour se la coller sur la tête et imiter Mrs. Adams, la vieille directrice adjointe de l'école qui semblait avoir passé ses journées dans un grenier au point de ramener l'odeur et les toiles d'araignée, et qui se trouvait justement au nombre des chaperons de la soirée. Malheureusement, son hilarité tourna court dès qu'elle sentit cette oppression familière, celle des regards malveillants convergeant vers elle, comme des rapaces à l'affût du moindre mouvement de la souris. Elle osa un tour d'horizon inquiet, vit le visage réjoui d'Anne Plimpton, déguisée en sorcière, qui glissa quelques mots à l'oreille de Gail Jenkins déguisée en diablotin, et toutes les 2 lui lancèrent des coups d'œil à la dérobée en riant sous cape. Gouine. Ce simple mot d'une laideur vulgaire avait jailli tout près, et Siofra scruta de tous côtés, épouvantée, persuadée que l'un de ses tourmenteurs s'était rapproché de son groupe pour le crier avant de s'enfuir. Ni Agnès ni les frafelus ne réagirent, et ils continuaient à rire comme si de rien n'était. Ils n'avaient strictement rien entendu. L'adolescente regarda de nouveau en direction d'Anne et Gail qui continuaient à échanger des ragots malveillants. Puis elle aperçut Declan Barish, dont les yeux de fouine biglaient tour à tour Jody et Siofra, occupés à rouler des mécaniques avec sa bande. La jeune fille eut la conviction que l'insulte provenait de l'abominable Roquet et se recroquevilla dans sa robe de bure, souhaitant se rouler en boule dans une chrysalide impénétrable, à l'abri des sarcasmes et des colibets, jusqu'au retour du matin. Jody aussi avait entendu.
La grande fille avait cessé ses pitoreries et s'était tournée vers le fourbe, les lèvres serrées, des éclairs de colère fulgurants de ses yeux sombres. « Il se moque de nous parce que nous sommes avec Siofra. » Cette phrase lui martela le cœur, celle prononcée par son ancienne amie, Cécilie Tanner, quelques années plus tôt, et qui avait définitivement sonné le glas d'une amitié fragile. Et maintenant, elle en était sûre, Jodie allait dire très exactement la même chose, entraîner Ronan et Cameron à sa suite, et ne plus jamais adresser la parole à Siofra dans le meilleur des cas possibles. « Le joufflu, la bouche de poulpe et le nabo en chef, venez donc ragoter de plus près que je vous montre comment j'accueille la malveillance !» Sous l'effet de la surprise, Declan et ses deux sbires, Leland Bell et Jérémy Ménard, se changèrent en statues, figées dans la posture de conspirateurs percés à jour. Siofra ne pouvait en croire ses oreilles. Elle se répéta encore et encore l'interjection de Jodie. Cette dernière irradiait de colère et fit un pas en direction des trois larrons. « Alors ? On se sent moins fiero quand la grande meuf balèze vient gueuler, pas vrai ? Vous allez le cracher, le morceau, ou je vous aide ? »« Hé, qu'est-ce qui vous prend ?» intervint Mrs. Adams. « Pas de bagarre. Si vous avez trop d'énergie, allez chanter ou pêcher les pommes dans les baquets, mais pas de bagarre. »« C'est pas nous, on comprend pas, renifla Declan Barrish. On n'a rien fait, pas vrai les gars ?» Les gars en question hochèrent la tête, non sans adresser des œillades hostiles à la grande fille. Siofra serra les dents sur des cris de rage. Tout le monde savait de quelle duplicité étaient capables ces terreurs de bac à sable, mais les adultes prétendaient qu'on ne pouvait les punir sans preuve concrète. « Menteur !» Le cri de Jodie fit taire presque tout le gymnase. Elle repoussa les mains sèches de Mrs. Adams. Le grand Nat et un autre chaperon arrivèrent en louvoyant parmi les gamins avides de scandale. Je vous en prie, bégaya l'échala blond. Pas de vague en cette soirée de fête. Nous allons passer toute la nuit ensemble, il faut tenter de rester cordiaux et joyeux. J'ai jamais demandé à être enfermé avec ce genre de petite débile, tempêta Jodie en désignant Declan et sa bande. Je les vois depuis tout à l'heure, reluquer cette fille et nous insulter en douce. Enfin, s'il ne se calme pas, je les pends par les pieds. La situation prenait une tournure inédite. Siofra suivait l'échange bouche bée, mais un sourire irrépressible soulevait la commissure de ses lèvres, et elle le cacha en abaissant sa capuche. Cette aide inespérée tenait du miracle. Un rêve merveilleux s'accomplissait enfin. Un attroupement juvénile se forma, mais Jodie s'en moquait autant que de sa première jupe en tartan. Elle continuait à insulter Declan et sa clique, elle déversait ce que Siofra n'avait jamais réussi à proférer, elle libérait pour une autre une pensée étouffée. « Ça suffit !» hurla finalement Mrs. Adams en sautant sur place, et ses talons cognant le plancher du gymnase ramenèrent effectivement le silence escompté. Des gloussements fusèrent de ci de là, car les lunettes de la harpie pendaient de travers sur son nez trop retroussé. « Vous !» continua-t-elle en menaçant Jodie d'un long index tordu. « J'en ai assez de vous voir fumer comme une fille de mauvaise vie et vous comporter en garçon manqué sans éducation. Peut-être que les autres ont peur de votre père, mais laissez-moi vous dire que je ne vais pas me laisser impressionner par cette brute dont le caractère déteint sur vous. » « Ah, ça me fait très mal ce que vous dites, » soupira Jodie qui avait écouté l'invective avec un sourire amusé. « Savoir que le caractère de mon père déteint sur moi comme un slip rouge dans une machine de blanc. » Un éclat de rire général salua le commentaire. Même Nat ne put s'empêcher de pouffer. Mrs. Adams vira au cramoisi comme si elle s'était trouvée elle-même dans la fameuse machine de blanc. Elle prit une profonde inspiration qui fit vibrer ses bronches, et au moment de lancer une de ces imprécations moralisatrices redoutées de tous, une accompagnatrice se précipita, le visage pâle et défait, comme si elle souffrait d'une grippe intestinale. « J'ai entendu quelque chose dehors !» Sophia aussi avait entendu, bien avant tout le monde. Cela commençait toujours ainsi. Un long chant lancinant, évoquant un archer raclant des boyaux de chats encore vivants. La rumeur remontait la route principale, et se rapprochait avec une régularité savante. Et chaque année, Siofra avait des visions de nuages grimaçants s'amoncelant, de chair à vif sur des corps que rien n'aurait dû laisser vivre. Ses entrailles fondirent, elle tomba à genoux dans les bras d'Agnès. « Ma chérie, tout va bien se passer » souffla Agnès. Des coups violents firent trembler l'immense porte coulissante. Les barreaux et les verrous craquèrent. Des cris et des éclats de rire accueillirent cette interruption bruyante, et les adultes devinrent tous aussi blancs que des linceuls. Ça commence déjà » glapit Nat en regardant sa montre. « Purin, c'était quoi ça » s'écria Jodie. « La même chose qu'au Samhain précédent et celui d'avant. Et encore celui d'avant » énuméra Ronan. Malgré un détachement fin, il sursauta quand un nouveau coup ébranla la porte. Puis quelque chose courut sur le toit. Des petits pas rapides et des raclements, comme d'animaux glissant sur les tuiles. Des gémissements paraissant jaillis de centaines de gorges serrées s'infiltrèrent entre les poutres solides et les barreaux,
Les adultes, après un moment d'ébattement, s'agitèrent soudain en tous sens, comme des villageois face à un monstrueux incendie. Andreas s'extirpa de la foule d'enfants, les yeux brillants, la bouche encore pleine de bonbons. Son petit costume tout froissé, il se suspendit au bras de sa sœur. « Jody, 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 les monstres sont là !»« Quoi ?» Son aîné le regarda abasourdi. Le gymnase entra dans une effervescence nouvelle. « Les enfants !» piailla Mrs. Adams. « L'invasion spectrale a commencé. Montrez que vous êtes plus forts que les fantômes, poussez les cris les plus monstrueux, préparez-vos plus belles grimaces et allumez les lanternes magiques. Effrayez les spectres !»« Y a qu'à leur lancer souffrance dessus !» claironna la voix goguenarde de Gale par-dessus le branle-bas de combat général. Siofra ne réagit pas. Il n'y avait pas de place au fond de ses entrailles pour ressentir l'habituelle humiliation de ce trait d'esprit cruel. Seule l'habitait la terreur. Comme à l'accoutumée, les manifestations cacophoniques et grotesques des entités invisibles pénétraient son esprit. Nichait jusqu'à la moelle de ses os, une peur pure, animale, bourdonnait dans sa cervelle et l'enfermait dans une coquille de désespoir, la rendant aveugle et sourde au reste du monde. Il n'y avait plus que les présences dehors qui grattaient pour entrer, cognaient les murs et les portes, secouaient les barreaux des fenêtres, pourtant hautes, pour essayer de les forcer. Et tous les jeunes, sauf elle, répondaient à ces attaques par des rugissements et des chansons anciennes. Un groupe d'adolescents se réfugia sous un grand drap blanc cousu de branches de gui, d'étoiles sombres et de crânes sommaires, et l'un d'eux éleva à bout de bras le crâne décharné d'un cheval, parodié de destriers fantômes. Des petits firent virevolter des jack-o'-lanternes de toute taille. On s'arrachait les citrouilles taillées avant de se rabattre sur les navets sculptés. Siofra sentit confusément Agnès la prendre par la main et lui parler. Mais tout se perdait dans le chaos des cris des enfants, des gémissements de plus en plus audibles à son oreille, et des paroles chuchotées par ceux qui la méprisaient d'être aussi malade de panique. Mais qu'elle est bête. Ce sont les adultes, ce sont nos parents. Laissez-nous entrer. Il n'y a pas de vrai monstre, c'est juste la tradition. Nous flairons la chair tendre. Souffrance Sullivan a encore peur des ombres, à son âge. Nous voulons les enfants. L'espace autour d'elle ne se réduisait plus qu'à cette cage sonore de hurlements et de gémissements, de craquements des poutres et du vent. Un vent d'outre-monde qui mugissait comme quelques grosses créatures préhistoriques. « Regardez l'autre Gwyn qui flippe !» lui parvint distinctement une voix. Voilà pourquoi elle avait cherché à s'enfuir, pour affronter seule l'effroi, se recroqueviller sous son lit sans témoin de sa déconfiture qui aurait ensuite rappelé, toute l'année durant, son comportement irrationnel. Et le cercle vicieux aurait repris à la nuit de sa main suivante. Deux mains la grippèrent par les épaules. Elle hurla et se perdit dans le tumulte de carnaval. Ce contact impromptu eut pourtant l'effet inattendu de faire refluer la panique, et elle se rendit compte que c'était Jody Brennan qui l'avait ainsi saisie. Une Jody Brennan haletante de peur que son petit frère essayait de calmer en vain. Siofra comprit que la Gwyn, dont quelqu'un s'était gossé, était en réalité la punk que tout le monde craignait. Ronan était parti ajouter ses grognements gutturaux au pandémonium juvénile. Cameron restait avec Jody et la considérait avec embarras. Bah, « Je te pensais pas aussi trouillarde !» cria-t-il pour se faire entendre. « Mais tu trouves ça normal, ce qui se passe dehors ?» beugla Jody au bord de l'hystérie. « N'aie pas peur, Jody, dit Andreas de sa petite voix raisonnable. Ce n'est rien, c'est juste un jeu. Oui, ce sont les adultes de l'île qui se griment en bêtes monstrueuses des vieilles légendes, ceux qui volaient les enfants pour les emporter sous terre, déclara Agnès avec une douce autorité. Et nous devons les chasser en faisant le plus de bruit possible. Non, c'est pas ça, tempêta Jody avec véhémence. Ma mère était morte de peur chaque année à la même période. Elle m'a toujours dit que la version officielle qu'on nous faisait avaler, c'était du flan. Elle se tourna vers Siofra. Toi aussi tu la trouilles, pas vrai? Et ce n'est pas pour rien. J'ai toujours eu peur, répondit Siofra, si bas que Jody se pencha tout près pour entendre. On aura beau me seriner que c'était une farce, je n'arrive pas à imaginer nos parents grimpant sur les toits pour honorer une vieille coutume. Elle s'étonna des paroles qui jaillissaient librement, de ce calme étrange qui l'envahissait, alors que Jody montrait pour la première fois des signes de vulnérabilité, au point de crier quand un nouveau coup violent secoua la porte principale. Cameron pouffa. Agnès regardait sans comprendre. Autour d'eux, les enfants hurlaient, et, excités par le vacarme, les bébés allèrent de leur vagissement affolé. « Bordel, bordel, bordel !» balbutiait Jody. « Pas étonnant que vous soyez tous fuckés sur ce caillou. »« Pas de gros mots !» assermonna Andreas. « Tu n'as jamais fait sa main ici ?» cria Cameron. « Si !» répondit la grande fille. « Et je comprends pourquoi je me suis empressée d'évacuer ses souvenirs. » Regardez les adultes, dit soudain Siofra avec ce détachement étrange. Si ce sont seulement nos parents qui nous jouent des tours, ils seraient aussi joyeux et détendus que les autres, non? Le sourire narquois de Cameron se crispa. Agnès regarda autour d'elle avec appréhension. Miss Adams frappait des mains si fort pour encourager les chants que ses paumes étaient écarlates et sa bouche ridée se tordait en un rictus fou.
Nathaniel sursautait à chaque coup sourd et ses longues mains serraient tellement sa jack-o'-lanterne que la flamme vacillait en tous sens. Un autre homme, le vieux berger Sweeney, remuait des lèvres sur une prière silencieuse. Ces signes discrets de peur leur sautaient dorénavant aux yeux, et plus la mascarade rassurante des adultes se délitait, plus les adolescents se sentaient comme les passagers d'un navire en perdition, dont l'équipage cachait le naufrage imminent. Et à partir de là, ce qui se déchaînait dehors, tempête hurlante, gagna de l'ampleur, et tout le bâtiment vibra comme pris dans une tornade. Siofra pensa au magicien d'Oz, à la maison de Dorothy, emportée dans l'ouragan. Des bourrasques invisibles se soulevaient, passaient sous sa robe de bure. Elle se retint à la main d'Agnès, de l'autre, elle serra l'épaule de Jody. Elle se sentit légère, et les gémissements semblables au vent à travers les falaises formèrent des mots distincts. Il criait un nom, le sien. Pas celui que ses parents lui avaient donné, non. C'était impossible à formuler en une pensée rationnelle. C'était terriblement intime. Et Siofra comprenait avec son cœur, son ventre, toute la surface de sa peau qui soudain se hérissait d'une délicieuse chair de poule. Et elle ressentit une irrésistible euphorie dans la plus pure étymologie du mot, et elle fut transportée. Agnès sursauta si violemment que son fauteuil manqua basculer. « Sue, qu'est-ce qui t'arrive » L'adolescente ne répondit pas. Le visage levé vers les poutres ornées de guirlandes, elle avait commencé à léviter, doucement, à s'élever au-dessus du parquet, et seules Agnès et Jody l'empêchaient de flotter vers le plafond. « Lâchez-moi » s'entendit-elle dire, un peu agacée. « Pas question, meuf !» Jody la tira par les pans de sa robe de bure. Agnès tremblait d'effort pour la ramener au sol. Andreas se pendit à une de ses jambes en riant aux éclats. « Elle vole !» Son désir d'être loin des autres la rendait sourde aux supplications. Agnès appelait Cameron à l'aide. Le garçon, qui assistait à la scène avec perplexité, se demandant sans doute ce qui arrivait encore à cette folle de Sullivan, saisit la maigre adolescente à bras-le-corps et tira. À plusieurs reprises. « D'accord, souffla-t-il après s'être laissé tomber sur le parquet avec sa prise. Là, ça devient carrément flippant. À part le petit groupe, l'une n'avait fait attention à ce phénomène. D'autres, bien plus bruyants, monopolisaient l'attention. La grande porte, secouée sur ses gonds, laissait filtrer des lueurs bleutées à travers l'étroit interstice qui s'ouvrait et se refermait sur les poussées insistantes, et les volets des deux fenêtres malmenées étaient bombardés de courageurs. Puis les guirlandes électriques et les projecteurs s'éteignirent, plongeant le gymnase dans la clarté ondoyante et imprécise des flammes brûlant dans leurs lanternes de citrouille et de navets. Tout le bâtiment accueillit la panne avec des exclamations de surprise. Ronan rejoignit le groupe d'amis en courant essoufflé, mais il ne riait plus. « Oh, on dirait que ça pète dehors. J'espère qu'il ne va rien arriver à ma caméra. »« Viens nous aider, beugla Cameron. Il y a Sullivan qui plane sans même avoir fumé. »« Elle en a jamais eu besoin, remarqua Ronan. Bien que maintenu au sol, Siofra semblait loin d'ici. Son esprit s'était envolé à travers l'île, virevoltait sous les rayons de lune. Les cris et les appels de ses camarades n'étaient que des rumeurs lointaines, comme les échos marins qui résonnaient dans le lointain quand elle s'endormait à l'abri, sous ses couvertures. La réalité, désormais, défiait les lois humaines étriquées. La vraie vie, c'était maintenant l'horreur exaltante de ce qui courait dans les ténèbres depuis des millénaires. Son âme se mêlait à des formes encore imprécises, marchant ou trottant, sautillant ou voltant, galopant ou se dandinant, et toutes se pressaient autour du gymnase, qui, sous la pleine lune, ressemblait bel et bien à un abattoir hanté. Et à l'intérieur bêlaient des agneaux au sang encore pur, aux chairs encore délicates. Un être massif aux longs bras velus racla le mur chaulé de ses griffes aiguisées. Le clair de lune se perdait dans les poils drus couvrant son échine, plaquait d'argent les éclats furieux de ses yeux en boutons de bottines. Et Siofra eut l'intuition subite qu'il la cherchait, elle, et qu'il remuerait ciel et terre pour parvenir jusqu'à elle. Un cri pénétra le cœur de gémissements cacophoniques, comme une lame sabre une partition. Quelqu'un criait son nom et tirait sur ses bras, la secouait, la rappelant à la matérialité de son enveloppe charnelle, gauche, veule et lourde. Quand Siofra reprit ses esprits, c'était comme être prisonnière d'une voiture faisant des tonneaux. Jody, Cameron et Ronan la retinrent avant qu'elle ne s'étale sur le plancher. Et dans ses oreilles, il tintait la voix délirante de la mère Adams. « Bravo, il recule! Chantez plus fort l'hymne d'une Silly et la prière qui chasse les démons !» Galvanisés par cette victoire qu'ils croyaient ludique, des centaines de gamins entonnèrent une fois de plus le chant qu'on leur implantait dans la cervelle dès l'âge des premiers mots. Ô brave terre au sein de l'écume, courageux avant-poste, si sur mer, à ton seul nom nos âmes s'allument, une Silly, sauve-nous de l'enfer. La tête reposant sur le giron écailleux d'Agnès, Siofra écouta, sans entendre, la victoire des voix humaines sur le cataclysme qui perdait en force au dehors. Jody, dressée sur des jambes encore tremblantes, enlaçant son petit frère qui chantait, comme tous les autres avec une sérieuse candeur,
tendait l'oreille. Ronan s'était hissé sur la pointe des pieds pour passer un bras autour du cou de son frère de lait, et le sale gosse braillait de toutes ses forces et accentuait les fausses notes de sa voix cacophonique. Cameron demeurait silencieux. À son regard, un Siofra comprit qu'il avait peur d'elle, qu'il allait la bombarder de questions. Et elle ne saurait quoi répondre. Seule subsistait en sa mémoire la peur effroyable, puis elle avait dû s'évanouir étranglée de panique. Voilà, fin de la lecture. Alors merci Nelly pour cet extrait, De rien. qui vient donc de Avant 7 jours, qui est ton deuxième roman ex aequo au Mouton électrique. Ouais, parce que bon, il est sorti en même temps que la réédition de Hand Voltige chez Helios. Hand Voltige qui était déjà sorti aux Saisons de l'étrange chez Moltinus. Attends, laisse-moi me rappeler à quelle date c'était. Je crois que c'était en 2018. Oui. Et là, je prépare une suite. Mais bon, pour l'instant, l'accent est mis sur Avant 7 jours. Donc c'est ton deuxième gros roman après Espérer le soleil. Est-ce que tu peux rapidement nous le pitcher, histoire de resituer un petit peu l'extrait que tu viens de lire dans l'histoire globale ? Ouais, pitch. Donc Avant 7 jours se passe sur une île fictive qui s'appelle Unsili et qui a pour coutume de ne comporter que 999 habitants. Pas un de plus, pas un de moins. Donc à chaque naissance ou décès, il y a un délai de 7 jours pour essayer de remettre ce nombre au bon niveau, quoi. Genre si quelqu'un meurt, on ramène quelqu'un des grandes îles, comme ils disent pour l'Angleterre et l'Irlande. Et en cas de naissance, il y a une personne qui s'en va dans les grandes îles. Enfin bon, c'est pas non plus Midsommar, on va pas exécuter les gens qui sont en trop, quoi. Le danger vient pas de là. Et donc, dans cette île, isolée de tout, avec des vieilles coutumes druidiques, vit Siofra, qui est le souffre-douleur de l'île. Elle a 16 ans, elle a pratiquement pas d'amis à part Agnès, qui est une jeune fille très malade, qui doit partir aux grandes îles justement pour se faire soigner. Donc déjà, cette amitié est en péril. Et un jour arrive Jodie Brennan, une espèce de punkette rebelle qui est la fille du redouté fossoyeur de l'île, obligée de revenir parce qu'elle est mineure, parce qu'elle était partie avec sa mère, qui est décédée. Et donc en tant que mineure, son seul tuteur légal, c'est son père. Donc hop, retour à Unsili. Et les deux filles vont lier une amitié basée surtout sur le besoin de découvrir ce qui se trame sur cette île. Quelle étrange coutume fait que on enferme les enfants dans le gymnase pendant Samhain et on fait croire que les parents mènent une sarabande infernale alors que ça n'a pas l'air d'être ça. Enfin, il y a beaucoup de secrets qui cachent un danger potentiel et ils vont essayer de découvrir ce qui c'est. Alors pour parler un petit peu de tes divers et nombreux personnages, je remarque qu'il y a quand même quelques points communs avec tes précédents romans, à savoir au moins Espérer le soleil et Hand Voltige, à savoir que tu mets quand même pas mal en scène de gens qu'on pourrait appeler passablement marginaux. Alors c'est dans Espérer le soleil, c'était plus des marginaux sociaux issus de diverses immigrations à Londres. Hand Voltige, tu travailles plus sur des jeunes adolescents évoluant dans les mouvements gothiques des années 80, mais aussi là aussi des émigrés algériens à Paris. Là, tu parles pas d'immigration, mais dans ton île qui est perclue de vieilles traditions étranges, etc., on a quand même ton héroïne Siofra qui est... C'est le mouton noir. C'est le mouton noir, oui, qui est pas à l'aise ni dans sa peau, ni dans cette société. Jodie, qui est cette espèce de punkette lesbienne qui, évidemment, attire des colibés. Agnès, qui est l'handicapée. Pourquoi toujours parler comme ça, un peu des marginaux et des laissés pour compte ? Bon, je sais pas, on les aime bien, les marginaux, dans la fiction, en général, enfin... Bon, après, faut dire que... Avant 7 jours, c'était un peu plus personnel comme récit. Je me suis inspirée de mon adolescence, parce que Siofra, c'est moi, j'ai pas cherché très loin, hélas. Comme elle, j'étais vraiment malheureuse au collège, je m'enfermais dans les WC pendant la récré. J'avais pas de copine comme Agnès ou Jodie, donc c'était pas évident. Et j'avais envie de parler un peu de ça, de ce que je connaissais vraiment pour le personnage de Siofra, quoi. Enfin, montrer comment quelqu'un qui paraît très fragile au premier abord, qui chiale tout le temps, faut le dire,
ça on l'a souvent remarqué, affronte le danger en quelque sorte, quoi, avec plus de courage qu'elle affronte ses persécuteurs. Enfin, et je me disais que ça pouvait parler à des personnes qui traversaient aussi ce genre de moments, quoi. Enfin, j'aime bien les marginaux, en fait. Parce que après, à l'âge adulte, je suis devenue un peu goth et tout. Je m'intéresse vachement à la culture gothique, donc ça explique les personnages de Hand Voltige. Et le côté punkette de Jodie, c'est un peu moins idéalisé, quoi. Et on retrouve toujours un petit peu de soi, et peut-être que je me suis toujours jugée un peu marginale ou autre. Enfin, tout le monde se juge marginal, hein. C'est pas très original. Mais ouais, non. C'est peut-être le côté. Peut-être parce que j'aime le cinéma de Carpenter et que lui aussi il aime les gens marginaux. Alors, on va embrayer un peu sur effectivement l'aspect cinématographique. T'as une écriture très visuelle, ça, depuis Espérer le soleil, toujours, mais qui est très, très prégnante dans Espérer le soleil et Hand Voltige. À la lecture, c'est carrément quasiment le film qui se déroule sous nos yeux. C'est quoi ? C'est une volonté d'apporter d'autres inspirations à la littérature et de renouer littérature et cinéma, ou c'est juste une culture avec laquelle t'as grandi C'est juste... Enfin, pardon, je t'interromps. Non, vas-y. Ok, pas de souci. Non, c'est juste une culture avec laquelle j'ai grandi, quoi. J'ai toujours lu énormément de bouquins, mais mes inspirations, c'était surtout visuel, quoi. Enfin, j'étais une grosse cinéphage quand j'étais jeune. Bon, ça s'est un peu calmé depuis, mais je pense que j'ai bâti mon imaginaire autour du ciné, film d'horreur, comédie, n'importe quoi. Enfin, déjà, ça m'a aidé vraiment pour bâtir les dialogues. Et puis c'est vrai que du coup, l'imagination visuelle s'est bâtie autour de ça, quoi. Par exemple, Espérer le soleil, je me suis pas mal inspirée du film d'Alex Proyas, Dark City. Pour avancer le jour, je pensais à un mélange entre L'île des 30 cercueils, une vieille série télé des années 70, et Breakfast Club, enfin... Et il y a un côté aussi Guillermo del Toro pour Labyrinthe de Pan, pour la représentation de la nature, les créatures étranges, etc. Enfin, en fait, j'ai plus une imagination et une inspiration cinématographique que vraiment littéraire. Et l'imagination littéraire, en fait, l'influence littéraire, ça viendrait plutôt pour l'écriture, à assimiler tout ce que j'ai lu et tout, enfin, essayer de trouver ma propre écriture finalement. Mais j'ai pas l'impression que ça m'a aidé à me construire en termes d'imaginaire, de récit et tout, mais enfin, en tout cas, ça m'a permis d'avoir mon propre langage littéraire, quoi. Alors il y a un peu un poncif quand on parle de fantastique, c'est de dire que le roman est très kingien, c'est à la mode, puisque c'est malheureusement un peu le seul aujourd'hui qui écrit du fantastique et caracole en tête des charts, mais là je trouve que c'est pas exagéré de dire que c'est un roman très kingien, parce que on retrouve quand même pas mal de certaines de ses marottes à lui, à savoir une campagne un peu profonde, des milieux sociaux modestes, et puis un fantastique qui est toujours assumé bel et bien là, mais qui commence d'abord par rôder et puis arriver petit à petit, peut-être moins frontalement que dans le labyrinthe de Pan, même si effectivement on peut tisser des parallèles aussi sur l'innocence de l'enfance, etc. Mais du coup on retrouve effectivement beaucoup de... Enfin moi en tout cas à la lecture j'ai retrouvé pas mal de... Oui, parce que monsieur a tout lu. Tout. Il fait genre il découvre l'histoire, mais... Non, mais on peut tisser des parallèles avec les personnages qu'on retrouve soit dans ça, soit dans la nouvelle Le Corps de différentes saisons, à savoir des enfants, là les tiens sont plus vieux, mais des enfants un peu des laissés pour compte. Ouais, des laissés pour compte, que ce soit parce qu'eux trouvent pas sa place ou parce qu'ils ont des climats familiaux catastrophiques. Et du coup, King et toi? Oui, on s'est jamais rencontrés, il sait pas que j'existe malheureusement. Après c'est vrai que c'était le gros risque immanquablement on est toujours comparé à Stephen King quand on écrit une histoire fantastique avec des jeunes laissés pour compte, marginaux, etc. quoi. Ça c'est ce que je craignais un petit peu, c'est pas non plus la pire référence heureusement. King et moi, c'est une vieille histoire, je le lisais quand j'étais ado. J'ai dû lire ça, Stand By Me, Le Corps, 3 ou 4 fois quand j'étais adolescente.
Donc forcément, ça marque. Mais après, je voulais pas non plus faire une horreur frontale parce que finalement, il y a un climat un peu horrifique. J'essaie de distiller un petit peu de peur, mais pas trop non plus, quoi. On m'a dit que certaines situations étaient effrayantes et je me dis, oh, ça va. Enfin bon, vous êtes sensible. C'est pas aussi horrifique, aussi frontalement horrifique que King, quoi. Je pense que Enfin, il y a des trucs beaucoup plus suggérés. Bon, il y a des scènes qui foutent un peu les jetons, je vais pas dire lesquelles, mais ça plonge pas dans la vraie horreur viscérale comme faisait King avec ça, parce que tu assistes quand même, sans coupure ni rien, sans suggestion ni rien, c'est des meurtres d'enfants bien sanglants, quoi. Déjà, les premiers chapitres de ça, t'as le meurtre de George, le frère du héros, qui se fait arracher le bras, quoi. Enfin bon, c'est quand même un peu hardcore. Donc bon, j'ai pas trop le côté hardcore de King. Puis quand le seul roman vraiment d'horreur que j'ai écrit, c'était Sous la peau en 2014 pour Trash Edition, RIP. Là, j'étais pas inspirée par Stephen King, c'était surtout du côté de Jack Ketchum que je cherchais vraiment l'inspiration organique et tout. Jack Ketchum et Clive Barker d'ailleurs. Donc, ouais, dire que King et moi... non, j'aime bien King, mais je pense pas que ce soit ma plus grosse influence, ou alors c'est involontairement, quoi. Peut-être pour bâtir des personnages secondaires qui vivent. Parce que lui, des fois, il fait des chapitres entiers sur des persos que tu ne verras qu'une fois dans l'histoire. Tu sais, comme dans La Part des Ténèbres, où t'as la logeuse d'une des victimes, là, il parle d'elle, de son passé et tout, mais tu t'en fous, tu la vois qu'une fois, quoi. Enfin, j'en suis pas jusque-là, mais j'essaie vraiment de faire vivre aussi mes personnages secondaires sans étaler leur CV ou autre, quoi. Mais de ce côté-là, et les dialogues aussi, il y a pas mal de vie dans ces dialogues. Oui, parce que c'est ce que j'apprécie aussi. T'as effectivement une approche du fantastique et de l'horreur, parce que quand même on peut dire qu'il y a des scènes qui sont dans Avant 7 jours. On peut dire dans Avant 7 jours qu'il y a des scènes d'horreur pure, hein. Après chacun met le curseur où il veut, mais il y a des vraies scènes d'épouvante. Et du coup, effectivement, plutôt que d'aller frontalement dans le meurtre et le gore, etc., t'as quand même découpé ton roman en... Je pense qu'on peut dégager quand même... Bon, oui, évidemment, 3 tiers. Il y a tout à 3 tiers. Hein, ça dépend de la taille des tiers, comme dirait Pagnol, mais il y a quand même 2 gros tiers qui sont... d'un rythme plus lent que le reste, où tu prends vraiment ton temps de faire amener ton fantastique par petites touches, par petites scènes, et un dernier bon tiers quand même où là tu lâches les chiens. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais Espérer le soleil, c'est pareil aussi, il y a une construction lente, même s'il y a des petites fulgurances d'action et tout, et puis après tout se précipite, quoi. Je mets le décor en place, je mets les persos en place, je mets les enjeux en place, et puis après, une fois que tout est là, il va y avoir quelques changements par-ci par-là, et allez, on arrive vers le dénouement. Après, il y a aussi une grande part de pas vraiment fait exprès, parce que ce roman était écrit dans la douleur. C'était pendant le confinement. J'avais écrit une des premières parties, le premier tiers, je pense, dont tu parles, avant le confinement. Donc ça s'était bien déroulé et tout, j'étais inspirée, blablabla. Je m'étais interrompue parce qu'à un moment j'en ai eu un peu marre du roman, j'étais un peu déprimée par le confinement, et puis on m'avait demandé d'écrire une nouvelle pour une future anthologie dont on parlera très bientôt. Cette nouvelle pour l'anthologie, elle a pris un peu de temps. Donc du coup il a fallu que je me remette dans le bain pour Avant 7 jours. On peut le dire, c'est pour une anthologie humaniste. Qui va s'appeler Prépare la paix, qui sera une anthologie humanitaire dont tous les fonds seront redistribués, tous les bénéfices seront redistribués encore une fois à SOS Méditerranée, comme SOS Terre et Mer, on vous en reparle très vite. Merci. Bref. Et plus ça allait, plus la deadline l'approchait, et j'écrivais, j'accouchais vraiment de mes pages dans la douleur, quoi. Enfin, c'était pas que j'en avais marre du bouquin, mais tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti ça pendant le confinement, un gros problème de motivation. Et comme une conne, je n'ai pas osé dire à mon éditeur que je ramais. Donc, arrivé la deadline en vue, j'étais oh putain, je me suis fait une piqûre d'adrénaline mentale, quoi, et j'ai écrit de plus en plus vite. Enfin, j'essayais de... Et je signale que toi t'étais là, et que régulièrement, alors t'en es où? Je suis au dénouement. Mais putain, ça fait 10 jours que t'es au dénouement. Enfin, et c'est pour ça qu'il y a un côté tout se précipite d'un coup. Enfin, j'ai pas non plus cherché à bâcler, hein, heureusement, mais... Oui, alors je tiens à dire que quand on dit qu'à la fin ça s'accélère parce que le récit le demande, hein, c'est pas...
ça s'est pas accéléré pour des contraintes éditoriales. Vous le verrez à la lecture, tout est parfaitement logique et cohérent. Là, c'est vraiment la structure du roman, hein, comment l'horreur... Il y a un côté un peu fantastique à l'ancienne, c'est-à-dire que l'horreur rôde d'abord, se rapproche, et à la fin ça pète, quoi. Bah ouais, non, et puis peut-être que ça m'a aidé finalement à donner un côté assez urgent et une dynamique, le fait de d'écrire dans l'urgence et tout, c'est comme dans les contes de fées, où vite, il faut que tu te dépêches de coudre les dernières chemises de tes frères avant le lever du jour, enfin. Et putain, mon éditeur, il en a bavé, parce que je lui ai filé ma copie de travail, c'était écrit à toute vitesse, quoi. On a bossé comme d'arrache-pied tous les deux pour essayer de remettre les choses en forme comme il fallait. Bon, heureusement, il était content. Mais voilà, le roman que vous avez entre les mains, c'est quand même un roman qui a été écrit dans la sueur et les larmes. Les tiennes et celles de Siofra. Voilà, les miennes, celles de Siofra et celles de Meredith Debac, qui a dirigé la conception du roman et qui s'est retrouvée avec un énorme truc, parce que il n'était pas prévu qu'il soit aussi gros. Ah, ça, c'était le piège. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait, et puis pour l'instant, il n'est pas trop mal accueilli. Je m'en tire bien. Alors, je reviens vite fait sur l'horreur, c'est pas parce qu'on adore ça tous les deux, etc. Mais il y a deux types d'horreur dans ton roman. Il y a l'horreur surnaturelle, puis il y a l'horreur naturelle aussi. Ouais. C'est-à-dire que on est sur une île isolée de tout, et évidemment, qui dit communauté isolée, à plus forte raison avec des traditions ancestrales, tu dresses quand même un portrait d'une communauté involontairement cruelle, puisque il y a des rites auxquels il faut se plier. Là en plus, pour des raisons que vous découvrirez dans le roman, mais qui sont des raisons de danger tangibles. Mais du coup, oui, c'est tous ces gens qui vivent isolés, reclus. Il y a des problèmes de qu'en dira-t-on, il y a... tout le monde se connaît quasiment. Tout le monde se connaît, il y a très peu d'intimité, il y a évidemment très peu d'acceptation de la différence aussi. C'est quand même une société très... très conformiste, traditionnaliste et conformiste. C'est un peu... c'est notre société à petite échelle, n'est-ce pas? Mais du coup, entre ça et Hand Voltige, parce que avant 7 jours, il est construit... d'une manière qui est, je dis pas péjorativement, très classique, mais toujours très efficace, c'est-à-dire que c'est un gros flashback. Donc du coup, c'est pas particulièrement daté, mais on sait que ça se passe dans le passé de l'héroïne. Avant 7 jours est tout à fait daté, puisque c'est 1986. Non, ça c'est Ah non, c'est 80. Hand Voltige c'est 86, ouais. Oui. Avant 7 jours, c'est dans les années 90. Oui, même si avant 7 jours n'est pas daté, on sent un peu... parmi les références culturelles, effectivement, les années 80-90. Mais du coup, entre ces deux romans, qui se situent donc dans notre passé, je trouve qu'il y a un côté... je vais à l'encontre de tout ce qui se fait, c'est-à-dire il n'y a absolument aucune nostalgie, aucune glorification du passé. On est à 10 km du « c'était mieux avant », on est plus dans... C'était peut-être pas terrible maintenant, mais c'était pire avant en fait. Je l'ai vécu en plus cet avant-là, quoi. Donc je sais un peu que non, c'était pas cool. Les années 80, c'était les années SIDA. C'était les merdes de chiens sur les rues, c'était Chirac à la mairie, c'était Pasqua à l'intérieur. Non, c'était pas mieux avant, quoi. Peut-être que parce que les gens ont la mémoire courte, parce qu'ils arrivent à se rappeler que des bonnes choses, ou je sais pas quoi, mais... c'était pas terrible, quoi. T'imagines quand même que je me souviens au lycée, une camarade qui prenait le bus avec moi, qui un jour monte en larmes. Je lui demande ce qui se passe. J'arrive à lui tirer les verres du nez, et elle m'annonce que ses deux parents sont séropositifs. Elle était complètement dévastée, quoi. C'était... on en parle moins maintenant du sida et tout ça. Bon, pourtant il est toujours là. Mais il y avait cette espèce de... on avait aucune insouciance sur la sexualité ni rien quand on était jeune, quoi. Et pareil, je me souviens que j'étais pas heureuse enfant, que la télé, le cinéma, tout ça, c'était des chouettes refuges, mais j'ai pas envie de revivre ces années-là, quoi. Et du coup, je trouve ça un peu douteux qu'on essaie de capitaliser sur la nostalgie des années 80,
avec des séries genre Stranger Things, alors que bon ouais, Oui. ça... Il n'y avait pas que des néons dans les années 80. Bah non, non, il y avait beaucoup de brume. Ah non, enfin, je me souviens de la représentation de Paris des années 80, les rares fois où j'y allais pour voir des membres de ma famille, ou les vieux téléfilms, ou voir même les documentaires de Raymond Depardon sur le commissariat du 5e en 85. C'était un peu glauqueland, hein. Enfin, je veux pas dire, mais... c'était... J'avais l'impression que Paris, c'était une des villes les plus dangereuses du monde, quand on voyait comment c'était représenté à l'époque. Et puis même, l'enfance, les verts paradis enfantins, machin, c'est des conneries, quoi. Ça, c'était déjà, les gamins étaient déjà obsédés par les trucs de cul au collège. Alors, il y avait souvent des blagues sexistes à fond, enfin bon... Oui, bah on en a un chouette... enfin chouette. Pas chouette du tout, mais on en a un sacré tableau dans Avancée de jour, puisque... Ouais. Puisque parmi tous tes personnages, oui, tu as donc Siofra qui est très émotive et qui écope de plein de surnoms parce qu'elle se laisse déborder par ses émotions. Jodie qui est la lesbienne du groupe. On imagine ce qu'elle peut entendre, ce qu'elle peut subir. Ouais, sauf que elle, bon, elle subit un peu moins les événements, quoi. Elle est plus, enfin, ça lui a forgé un sale caractère. Jodie répond. Ouais. Et Siofra, avec tout ce qu'elle endure, etc., on le voit un peu au début et à la fin. Il n'y a pas vraiment de vengeance, j'ai l'impression, du passé. C'est juste... Elle l'a fait sien, elle l'intègre et... c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup d'enfants harcelés. Hein. Tu sais, en fait, à part dans les films ou les séries, on se venge jamais, ou très rarement de ses harceleurs. Enfin, moi, je me suis vengée d'aucun de mes harceleurs. Hein. Donc bon, tu l'intègres, tu l'acceptes, tu es comme tu es. Et tu essaies de mieux t'entourer, surtout. Parce qu'à l'école, tu n'as pas la possibilité de bien t'entourer, malheureusement. Enfin, au boulot aussi, mais quand tu te construis en tant qu'adulte, là tu as l'occasion de vraiment choisir tes amis, quoi, et souvent c'est des personnes qui se ressemblent. La plupart de mes copains, ils ont été harcelés aussi, et c'est des gros geeks qui aiment les films, le cinéma, le fantastique, etc. Mais non, je voulais pas qu'elle se venge, quoi. Enfin, même si bon, à la fin, je donne pas cher de la peau de certains. Mais oui, non, il y a à un moment, enfin bon, elle se venge, elle fout son poing dans la gueule d'une de ses harceleuses. Oui, enfin quand je disais elle se venge du passé, c'est pas... elle devient pas cette femme qui devient presque froide en disant vous m'avez fait chier toute ma vie avec mes émotions, donc du coup je vais les refouler. Non, elle les accepte parfaitement, parce que même adulte, elle se laisse encore déborder, il y a encore des trucs qu'elle n'arrive pas à gérer avec ses émotions. Parce que ça se passe comme ça en vrai. Enfin, je connais pas des gens qui étaient émotifs jeunes et qui sont devenus des terminateurs adultes. Hein. C'est juste que tu essaies d'apprendre à vivre avec ce que tu es, avec tes émotions, avec tes défauts et tes troubles psy, etc. Enfin, tu peux pas faire autrement, quoi. Tu peux pas faire, à moins d'une lobotomie, tu ne peux pas faire un changement drastique de personnalité et de caractère. Et je me disais que c'était comme ça que ça devait se passer aussi pour Siofra, quoi. Même si ce n'est qu'un roman, même si c'est une fiction, je crois que ça aurait été malvenu d'en faire une adulte complètement inverse de ce qu'elle était enfant, quoi. Ça aurait été en plus, je pense, un crachat à la gueule des jeunes, de toutes ces ados émotives qui ont été harcelées, enfin... Non, on s'endurcit pas, quoi. Donc du coup, parmi tous tes romans, même si, bon, là on parle de Avancée de jour, mais en termes de cinéma, on pourrait dire que maintenant tu fais des livres d'autrice, hein. Oui. C'est-à-dire que t'as des thématiques, des sujets qui reviennent régulièrement et que t'abordes sous différents points. Du coup, je trouve que t'as une écriture en fait assez... c'est passé l'ambulance. Une écriture assez humaine et humaniste, c'est-à-dire que tes personnages, c'est des laissés pour compte, des marginaux, tout ce qu'on veut, qui restent fidèles à eux-mêmes, on va dire, une fois à l'âge adulte, c'est-à-dire qui acceptent leur passé, leurs défauts, qui l'intègrent, etc. Et du coup, c'est une volonté de refus un peu de l'héroïsme qu'on peut retrouver habituellement dans l'imaginaire, c'est-à-dire des grands personnages flamboyants, etc.
Bon, c'est pas que c'est un refus, mais j'arriverai jamais à m'identifier aux personnages flamboyants, aux grands héros, etc. Enfin, au Bruce Willis, comme dirait Sybille, notre ingé son que je salue, qui est juste à côté. Non, moi je sais pas, j'ai jamais eu vraiment envie d'écrire sur des grands héros ou autres, ou des personnages, enfin des personnages exceptionnels, mais dans un sens autre que marginal, parce que bon, finalement, mes personnages, ils sont assez exceptionnels à leur façon, quoi. Enfin, même s'ils sont peut-être un peu plus réalistes. Non, je le sens pas. Je sens pas, parce que j'arriverais pas, en fait, à les faire vivre correctement si je devais créer un tel personnage, quoi. Bah, l'héroïsme, en plus, ça passe par... c'est des mecs qui font leur boulot la trouille au ventre, ou c'est des meufs qui vont empêcher un harceleur dans la rue d'emmerder une autre nana par la ruse, enfin bon, ça peut être plein de petits trucs, enfin... Mais puis, ben, je trouve ça plus rigolo quand même d'avoir des personnages outcast, ben, sur qui on parierait pas vraiment un copec et qui finalement s'en sortent mieux que les gros durs, etc. Quoi. C'est peut-être ça aussi le côté revanche finalement. Que ces personnages-là s'en sortent, arrivent à s'en tirer, trouvent la solution ou de l'énigme, etc. Enfin, ouais, c'est peut-être une petite revanche symbolique à prendre sur le passé. Alors, dans Espérer le soleil, on était avec des vampires, entre autres. En Voltige, on était du côté des spectres. Mm-hmm. Dans Avant 7 jours, tu te lances à corps perdu dans, on va dire, pour très très schématiser, le folklore celtique. Oui, voilà. Le folklore celtique, ben, disons qu'une... Pourquoi pourquoi Je sais pas. Bah, j'avais envie de faire une histoire qui se passe sur une île fictive, et je trouvais que l'emplacement de la mer d'Irlande, où t'as pas d'île, était plutôt bien trouvé. Et puis, ben, après, j'aime bien aussi les... C'est chiant parce que... Pas ta question, parce que j'ai peur d'en révéler trop sur la nature du péril. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais juste pourquoi ce folklore-là ? Est-ce que c'est un folklore... Est-ce que le folklore celtique te parle, ou c'est juste que tu y as vu une belle opportunité de raconter ce que tu voulais raconter ? Ouais, j'ai vu une belle opportunité de raconter mon histoire, une belle opportunité de décrire certains événements effrayants, grâce à certaines légendes que j'ose pas dévoiler. Non, parce on que dira, ça, on fera pas de spoil. Parce que bon, t'as beaucoup de légendes celtiques en fait qui ont un fond assez terrifiant. Mine de rien, enfin t'as des histoires qui incluent les enfants, ou tu sais les espèces de spectres dans la nuit qui s'en prennent qu'aux vivants, les histoires de le livre des conquêtes d'Irlande avec diverses créatures qui cherchaient à reconquérir les terres d'Erin, enfin les terres irlandaises, et qui étaient repoussées par les humains, qui étaient... Enfin, il y a toujours un vieux fond sur les créatures surnaturelles, etc. Enfin, donc, ouais, non, je trouvais qu'il y avait quand même matière à trouver des antagonistes surnaturels intéressants. Enfin, tu sais, je m'intéresse pas plus que ça aux contes celtes, mais bizarrement, j'ai toujours des personnages d'Irlandais dans mes histoires, quoi que ce soit Byron. Enfin bon, et puis, il y a... Bon, je dirais pas tout, parce qu'il y a un personnage irlandais aussi dans Diane d'Aventin. Mais non, pas plus de fascination que ça pour... C'était un prétexte oui. bien, voilà, avec c'était ce dont tu avais besoin. Et puis, faut dire aussi que les légendes irlandaises, pour la plupart, sont des légendes orales. Bon, on en connaît un peu, mais pas tant que ça, et c'était l'occasion peut-être aussi de recréer ma propre mythologie. Oui, parce que tu prends des libertés avec, quand même. Oui. On va dire vaguement basé sur la mythologie irlandaise. Ouais, c'est vaguement basé, mais bon, il y a certains... Je me suis pas mal inspirée de certains éléments de la mythologie ou du bestiaire irlandais pour quelques créatures ou autres, et pour certaines péripéties. Mais après, on peut réinterpréter ça d'une autre façon, quoi. Et bon, je trouvais ça marrant. C'est un peu de la réappropriation culturelle, mais à ma petite échelle à moi. Donc, t'as évoqué Midsommar au début, mais je trouve que c'est pas complètement bête comme analogie. Référence. Voilà. Parce que je trouve que c'est la construction en fait de ton roman, je trouve qu'elle est assez intéressante. Enfin, tu me dis si c'est moi qui me trompe ou pas, mais il y a un côté
deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire qu'il y a l'horreur de la nuit, que j'en parlerai pas trop pour justement éviter de trop spoiler. Mais moi j'ai trouvé, il y a l'horreur du jour aussi, c'est-à-dire l'horreur de la vie quotidienne, l'horreur des gens, l'horreur du fonctionnement de la société, de cette société complètement archaïque, on va dire. C'est volontaire, c'est un truc que tu l'as pensé comme ça, ou c'est juste moi qui surinterprète? Je sais pas en fait. C'est toujours comme ça, on interprète les volontés de l'écrivain, et l'écrivain lui-même il s'est dit tiens ça fera bien. Tu peux me dire non tu traites complètement, c'est pas du tout ça. Ouais non, enfin bon, toute tradition archaïque a son lot d'horreur quoi. Et c'est vrai que c'était intéressant de créer une société où en fait les gens ils grandissaient dans des traditions, ils étaient élevés pour les respecter coûte que coûte, et puis ensuite à l'âge adulte ils découvraient une vérité encore pire quoi finalement. Ouais, enfin, le côté Midsommar, c'est pour le ça, côté. Parce qu'il y a les cycles, il y a les. C'est pour le côté festif rituels, et très coloré aussi, parce que mine de rien, il y a beaucoup de trucs qui se passent la nuit, mais c'est un roman qui se passe aussi quand même beaucoup de jours. Ouais. On n'est pas. C'était un roman qui devait être saisonnier en plus. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais bien fait aussi. Le dénouement, ce serait peut-être passé en été, quoi. Parce que ça démarre en automne et finalement ça se termine au printemps. Et ça essaie de respecter en tout cas le calendrier celte des célébrations. Tu as Samhain, comme dans l'extrait, tu as Yule, tu as Ostara, enfin bon, et à chacune de ces fêtes, en fait, les répétitions de fêtes, il se passe quelque chose. Et les préparatifs sont préparés dans la joie et la bonne humeur. On prépare le hou, on prépare les costumes, on prépare les petites robes pour la fête d'Ostara le printemps, les agneaux viennent de naître, etc. Enfin, il y a plein de préparatifs qui sont censés être une joie. Et c'est pour cacher une vérité beaucoup plus inquiétante. Et il se passe donc des trucs inquiétants justement pendant ces célébrations qui n'étaient pas censés se passer. Quelque chose s'est rompu dans l'équilibre. Et le fait, le jour comme de nuit, le jour en fait est assez terrifiant parce qu'il masque de façon assez grossière les terreurs de la nuit, quoi. Alors, on parle depuis tout à l'heure de l'horreur, le surnaturel, le machin, le truc. Faut pas croire que c'est tout le temps sombre. Il y a quand même beaucoup d'éclats lumineux, on va dire, que ce soit entre tous tes personnages qui créent une amitié très forte, parce que je vais encore faire des parallèles faciles et fainéants, mais t'as un peu une sorte de club des losers aussi, comme dans les personnages de ça. Après, le club des losers, ils ont chacun leur moment de gloire, alors que l'histoire est surtout focalisée sur Siofra et Jodie. Oui, non, c'était pas... Oui, non, mais je vois mais ce que du tu veux coup, dire. dans la construction aussi de tes personnages, t'as aussi, dans leurs relations avec les autres habitants de l'île, des surgissements de gentillesse, d'espoir, de tendresse, enfin tout est pas blanc, tout est pas noir. Et c'est un truc que je retrouve pas mal dans tes romans, c'est la construction de tes personnages que je trouve toujours hyper humain. Alors tes salauds sont très salauds, ça y a pas de problème. Je prends pas de gants. Mais, c'est assez réjouissant de faire des salauds. Mais voilà, que ce soit... je pense à par exemple la relation entre Siofra et sa mère. Oui. Parce que je voulais pas faire une mère exclusivement toxique, elle est casse-couille en fait, faut dire ce qu'il y a. Elle me fait un peu penser. Bon, désolée maman, mais elle me fait un peu penser à elle, quoi. Mais en même temps, je me disais que c'était quand même pas humain d'être aussi chiante avec sa fille, ça devait cacher quelque chose. Enfin, tu sais. T'as beaucoup de parents qui deviennent un peu durs avec leurs enfants adolescents parce qu'ils n'arrivent plus à les comprendre. Le petit bout de chou qu'ils adoraient et tout est en train de grandir, pas toujours bien, dans son espèce de carapace d'adolescent qui doit affronter le monde et qui est a encore un peu un esprit d'enfant mais n'est pas tout à fait un adulte. Et souvent je trouve que les adultes sont assez désemparés devant leur enfant ado. Ils peuvent être assez durs. Et c'est ce que fait la mère de Siofra, quoi. Elle se comporte pas souvent très bien avec sa fille parce que elle la comprend pas. Tout simplement, c'est pas qu'elle l'aime pas, c'est qu'elle la comprend pas du tout. Donc elle est chiante avec elle lui fait des remarques. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme ça, quoi.
Oui, mais elle a aussi des beaux moments, je trouve. Oui, Des vrais beaux moments de relation mère-fille. Et du coup, j'en reviens à la question que j'allais te poser, qui est une question excessivement bateau, mais que je trouve quand même assez intéressante au vu de ton écriture. Ces personnages qui sont justement tout à fait humains, tout à fait crédibles, etc. Tu les façonnes comment? Là, je suis en train de gonfler les joues et de faire ma tronche de je sais pas. Comment? Je sais pas trop, effectivement. Bon. Parce qu'on a quand même une palette de caractères dans Avant 7 jours qui sont. Je me basais juste sur le groupe de potes, mais entre. Alors, Siofra, t'as dit tu t'es inspiré de toi-même, mais on a Siofra qui est donc très sensible et très émotive, Jodie qui est un peu son pendant inverse, c'est-à-dire. Grande gueule, sur d'elle. C'est le personnage que j'aurais aimé être en fait. Ronan et Cameron qui sont les deux déconnants. Bon, Agnès qui est justement tout en douceur et en gentillesse. Alors ils sont pas justement ancrés dans des archétypes d'émotions, hein, parce qu'eux aussi ils ont des fluctuations, craquer, mais ils peuvent avoir peur, tu les construis comment tes personnages? C'est des amalgames de caractères? Oui, c'est des amalgames de caractères. Bon, après, il y a aussi des inspirations d'être existant, quoi. Ronan, par exemple, il a été inspiré par un petit pote de ma petite sœur qui adorait les films d'horreur et qui faisait justement des dessins d'immeubles en feu avec les gens qui se jettent à l'eau et des requins qui vont les manger dans la piscine. Enfin bref, il était super enthousiaste vis-à-vis des films d'horreur et puis on en parlait souvent. Il était marrant ce gamin, il disait qu'il avait hâte de voir Vendredi 13 numéro 13, quoi. Enfin, genre de conneries. Donc ouais, il était plutôt... Ronan a été inspiré par ce gamin, quoi. Cameron, c'était... disons que c'est plus le geek habituel, fan de films d'horreur, un peu plus âgé que son frère de lait, donc... c'est l'amalgame de plein de jeunes ados qui aiment le cinéma d'horreur. Mais oui, donc j'ai pioché à gauche, à droite. Agnès, c'était un peu plus compliqué, parce que bon, c'est un peu le personnage archétype finalement de la jeune malade, courage, mais je voulais pas non plus qu'elle soit trop dans le... Enfin, elle est courageuse, hein, elle fait ce qu'elle peut, mais bon, il y a des moments où elle est espiègle, etc. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien réussi ce personnage, mais je voulais vraiment quelqu'un d'assez positif malgré tout, qui arrive à cacher son mal-être. Ah bah si, parce que au final, quand dans la toile des personnages, c'est en fait... on se rend compte que c'est un peu elle qui les relie tous, quoi. Oui. Oui, parce qu'elle a celui d'amitié d'abord avec Jodie, et puis c'est la meilleure amie d'Agnès, la meilleure amie de Siofra depuis le début. C'est ça, c'est-à-dire que Siofra tient à son amitié avec Jodie, mais tout ça, en fait, ne tient à la base que par son amitié avec Agnès qui la sauve de sa vie. Donc Agnès, c'est un peu le pivot, c'est un peu la gentille du groupe. La gentille, faut pas être trop gentille non plus, mais... Non, mais disons qu'en fait, son handicap fait qu'elle se trouve tout à coup au même niveau que Siofra, quoi, laissée pour compte, alors qu'avant, elle faisait partie des autres enfants, elle faisait pas trop attention à Siofra, limite, elle se moquait un petit peu d'elle, tu vois, elle faisait... Enfin, pas vraiment les harceleurs, mais en même temps, t'as des gamins random qui se moquent un petit peu gentiment du gamin harcelé, parce qu'ils comprennent pas pourquoi il est aussi émotif, pourquoi ils peuvent le considérer comme bizarre. Pour Agnès, c'était un petit peu dans le groupe... Elle est finalement sortie de la communauté en quelque sorte par sa maladie, quoi. Et je trouvais ça assez intéressant de faire en sorte qu'elle s'en rende compte sans le déplorer et que sans tirer non plus de grandes leçons, elle arrive elle-même à évoluer et à accepter sa mise à l'index, en quelque sorte. C'est une belle grande leçon. Oui. D'être capable de changer, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est sûr. Enfin bon, on la voit pas changer, en même temps elle a déjà changé au moment où commence l'histoire, quoi. Oui, mais le fait est que elle en a été capable, donc ça veut dire que d'autres le peuvent, et pas que dans le roman, comme dit Rocky, oui, si vous pouvez changer. Désolée. Après, comment je prends mes persos, enfin, tu sais, avec tout ce que j'ai lu, comme bouquin, vu comme film, série, etc. Et puis j'aime bien aussi écouter les gens, ou regarder les gens dans la rue, ou peut-être absorber aussi les rencontres que je fais, parce que les écrivains sont des vampires psychiques. Ça m'a permis de pétrir tous ces persos, quoi, que ce soit les trois vieux d'une Silly, qui finalement ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être au début, ou les parents,
le personnage de Magdalena, la gouvernante, ou même, je pensais à qui, à Madame Grady, etc. Enfin, tous ces personnages-là qui ont un petit rôle consistant. Oui, non, ils ont été pétris de tout ce que j'ai vu et lu, quoi. Et de tout ce que j'ai entendu. Comme Papy Pantoufle. Tu sais, c'est un petit peu c'est un peu la personnification de tous les vieux maghrébins que j'ai rencontrés à Montreuil. Toujours le mot pourri et tout. Puis ils ont des putains de punchlines. Mais ouais, ça c'est un tout. Hein. Bon, quels sont mes prochains projets? On va commencer à arriver sur la fin, donc ouais. Parle-nous de ce que tu as en cours, quels sont tes prochains projets, sur quoi tu écris en ce moment, pour qui, etc. Beaucoup de choses. En fait, il faut que je dois terminer ma trilogie, oui, parce que c'est une trilogie Paris est une bête, dont Hante Voltige était le premier épisode. Donc là, en ce moment, je suis sur Hante Tension, qui s'inspire pas mal de Shocker de Wes Craven, mais en essayant de faire mieux, parce que bon, on a revu le film il y a pas longtemps et était d'accord avec moi pour dire qu'il est un peu con. Mais c'était rigolo, c'est du Wes Craven. Oui, disons que Shocker, c'est bien dans les 15 dernières minutes, quoi. Oui, voilà. C'est ce que ça devait être dans les 15 dernières minutes. Voilà, ça va être Shocker dans les 15 dernières minutes, quoi. Je vais exploiter une idée à la Shocker. Ouais. Ça se passera donc dans le Paris de mars 1987, à l'époque des assassinats du tristement célèbre Thierry Paulin. Parce que c'était mieux avant My Ass. Il y avait quand même un tueur en série qui tuait des petites vieilles qui sévissaient à l'époque à Paris, quoi. Donc c'était bien glauquelande. Et je vais un peu m'inspirer de ces événements. Enfin bon, on verra pas le fameux tueur, c'est hors de question. Je ne veux pas mettre ce mec en scène, et je crois que je ne vais jamais citer son nom d'ailleurs. Et on retrouve toujours Fusain, Byron, la Santeria, Leïla, mêlée à une histoire de... Et Papy Pantoufle, j'espère. Oui, Papy Pantoufle, évidemment. Mêlée à une sinistre affaire de meurtre de vieille dame. Et puis le prochain bouquin après celui-là, c'est la conclusion de Paris est une bête, qui s'appelle Hante Sécurité, qui se passera en prison. J'ai pas encore choisi quelle prison de Paris sera mise en scène. Peut-être la Santé, ou une prison fameuse où Apollinaire a été enfermé, ou des prisonniers célèbres, ou là où il y a la guillotine, parce que ça va parler de la peine de mort, je pense. Il y a un beau sujet là-dessus, surtout en ce moment. Et puis plein d'autres trucs encore, enfin... Donc on le redit, ta participation à l'anthologie Prépare la paix. Oui, j'ai donc participé à l'anthologie Prépare la paix, j'ai fait une nouvelle... je sais pas si je vais en parler, parce que j'ai peur de déflorer on en parlera le moment venu. On en parlera le moment venu, ouais. Mais bon, ok. Que je suis très fière d'avoir écrite. Et qui était un peu inspirée par Dark Crystal, la série, pour une certaine scène. Bon, il n'y a pas de créatures surnaturelles ou autres, mais bon, voilà. Question nulle, c'est quoi ton prochain roman chez les moutons, tu sais déjà ? Je sais pas encore quel sera mon prochain roman pour les moutons électriques. Peut-être la fin des aventures de Diane d'Aventin, là. Peut-être qu'il faudra qu'on retravaille sur les précédents épisodes. Sybille me regarde avec les yeux ronds. Diane d'Aventin. On verra bien pour les moutons. Chaque chose en son temps. Oui. De toute façon, ils m'ont dit de prendre mon temps. Tu as à peine d'en finir un. Oui, en plus, un gros bouquin. Un peu de calme. Oui, du calme, voilà. Bon, pour conclure sur Avant 7 jours. Oui. Ce roman, pourquoi on doit le lire ? Allez, en une phrase. Parce que c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Que c'est bientôt Halloween et que les couleurs sont parfaites pour orner votre bibliothèque avec des citrouilles. Il est tout orange, et puis il y a un chapitre qui se passe pendant Samhain, donc Halloween, donc ce sera parfait pour tous les amateurs de fêtes celtes et de citrouilles. Bon, et moi je dirais, si vous aimez n'importe quoi qui va de Guillermo del Toro à Stephen King en passant par John Carpenter, vous trouverez votre bonheur là-dedans, sans problème. Dans tous mes bouquins d'ailleurs. Ok, et puis vous savez quoi, c'est pas fini parce qu'on va avoir un 13e Triskaï des Cafili qui se passera le 13 octobre. Et je vais inviter une jeune autrice qui s'appelle Calista Farrell et qui va lire une nouvelle. On aura la surprise, on va découvrir ça avec elle. Mais pas mal, hein, 13e Triskaï des Cafili. Allez, à bientôt.
Petit bonus pour celles et ceux qui seraient restés après le générique, comme dans tout bon film Marvel d'aujourd'hui. Marvel. Voilà, on va vous lire l'énorme spoil du livre, c'est-à-dire les 3 derniers mots. Non. Si. Non. Les 3 derniers mots qui vont absolument tout révéler de la fin. Non. Si, je m'en fous, on crame tout. Non. On s'en fout des conventions. Tu vas lire les 3 derniers mots de ton livre qui, à mon avis, vont absolument tout spoiler. Vas-y.